Bienvenue à cette soirée de lancement de la 6e édition de notre hors-série, le Start-Upper. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de la Mêlée numérique, qui, vous le savez sans doute, fête ses 20 ans et nous accueille ce soir au Quai des Savoirs et que nous remercions chaleureusement. Alors avec la crise sanitaire, de nombreuses start-up ont vu leurs diverses opérations financières et levées de fonds voler en éclats, réduites ou suspendues provisoirement. Le Covid-19, ou la Covid, c'est selon, va-t-il pour autant mettre fin à ce statut de start-up et son modèle économique précaire? Certainement pas, l'engouement pour les start-up va persister, mais va évoluer et une sélection naturelle va s'effectuer au profit des pépites à l'impact social, sociétal prouvé et à l'innovation technologique démontrée, et sans doute au détriment de ce qu'on a parfois appelé les start-up gadgets. Dans ce contexte, la Tribune a décidé de nous donner une nouvelle impulsion à son hors-série Le Start-Upper, qui recense chaque année les acteurs de cet univers unique en Occitanie. Et Pierrick Merlet, notre journaliste, viendra dans quelques instants vous exposer la philosophie, car tout de suite, pour ouvrir notre événement, je vous remercie de réserver un bel accueil à Dominique Faure, première vice-présidente de Toulouse Métropole, en charge de l'économie, l'innovation et l'emploi, et de l'aménagement des zones d'activité économique. Je faisais exprès de prendre le temps, Dominique, pour que vous montiez en citant toutes vos attributions. Venez me rejoindre. Et vous souhaitiez dire quelques mots en ouverture de cet événement. Et je me décale. Ah. Bonjour. Est-ce qu'on l'entend au niveau du micro? Bonjour. Sinon, on va peut-être prendre un... Prenez-en un sur la table, oui. Non, c'est bon, quand il est rouge, c'est qu'il est allumé. Là, vous l'avez éteint. Voilà. Bonjour. Ça marche. Bonjour à tous. Donc, merci. Merci à la Tribune pour l'organisation de cet événement. Je voudrais tout d'abord, bien sûr, excuser le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudinque, que j'ai le plaisir de représenter pour ouvrir cette séance qui vise à un petit peu se serrer les coudes. Donc je dis bonjour à nos amis start-upers et entrepreneurs qui sont derrière leur PC ou derrière leur téléphone mobile. Tout simplement excuser le président qui, comme vous pouvez le penser, est très occupé. Et vous dire que, par contre, on est extrêmement attaché à l'organisation d'événements comme celui d'aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on traverse une crise, comme vous le savez, sans précédent, avec bien sûr beaucoup de difficultés dans cette filière aéronautique, dans cette supply chain aéronautique. Et puis, on a cette immense chance d'avoir déjà une réelle diversité économique sur notre territoire qui fait qu'on a déjà des opportunités. Alors bien sûr, la filière numérique, je veux saluer le ministre Cédric O, qui était ce matin même ici, donc ministre au numérique et à la French Tech, saluer le travail qui est fait par la petite centaine d'entreprises qui est fédérée dans le cadre du label French Tech. Et donc, nous déjeunions avec le préfet un certain nombre de start-upers où, en fait, j'ai eu le plaisir de rencontrer des start-upers qui sont un peu à la charnière entre l'innovation technologique, l'innovation sociale. C'est ce label French Tech Tremplin qui vise à accompagner des jeunes qui sont issus des quartiers de politique de la ville et les accompagner pour les aider à entreprendre. Donc, on est sur des terres extrêmement innovantes. Je veux vraiment rappeler que le numérique est une filière très transversale. Tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, au cloud, au big data, c'est une filière économique qui trouve ses applications dans l'entièreté de nos filières industrielles et de nos filières économiques du territoire. Je voudrais saluer aussi tout le travail qui est fait par tous les entrepreneurs dans le champ des mobilités vertes, des mobilités durables. C'est une filière qui a émergé, on va dire, depuis 5 ans sur notre territoire et qui commence à proposer des emplois par dizaines, voire même centaines. Ensuite, je voudrais saluer une belle entreprise dans les sciences de la vie qui est Evotech, qui avait racheté les activités de Sanofi et qui accompagne un certain nombre de start-up dans le domaine des biotechnologies et qui, aujourd'hui, elle représentait une centaine d'emplois il y a 5 ans, elle en représente 400 aujourd'hui et elle est dans un
un parcours qui vise à recruter peut-être dans les 2 ans qui viennent 200 emplois supplémentaires. Donc je veux donner du baume au cœur à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous regardent, pour dire que cette diversification qu'on appelle tous de nos voeux sur notre territoire, elle est déjà réalité. Et donc saluer ce genre d'initiative, chère Sandrine, aujourd'hui, de fédérer cet écosystème autour du monde des startups. Le monde des startups, c'est avant tout l'innovation. Et l'innovation, comme je l'ai dit, elle peut être numérique, elle peut être technologique et elle peut être sociétale. Je suis très heureuse aussi que vous ayez donné une coloration RSE à cet événement aujourd'hui, parce que cette empreinte écologique à laquelle on est un peu tous attachés, il y avait ces quelques dernières années beaucoup d'entreprises qui s'y intéressaient, mais on peut dire que ça n'était pas suffisamment réalité. Aujourd'hui, on voit des entreprises se créer pour accompagner les TPE, les PME, les grandes entreprises dans leur mise en place de la RSE. Et là, je pense que vous avez dû inviter quelques entreprises dans ce registre aujourd'hui. Et je pense que la table ronde qui va suivre va être extrêmement intéressante. Je dirais quelques mots en conclusion, qui est de vous dire que Toulouse Métropole travaille main dans la main avec la région et l'État. Donc que vous soyez tous convaincus que les institutions que nous représentons, Toulouse Métropole, nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec le SICOVAL, nous travaillons avec le Conseil régional et nous travaillons avec les services de l'État pour faire en sorte que vos entreprises se développent. On est là pour créer les conditions. Créer les conditions d'un développement de vos entreprises. Le ministre disait à midi qu'il fallait accepter d'échouer quand on entreprenait et qu'on en sortait beaucoup plus fort. C'est quelque chose que vous avez déjà entendu. L'idée, c'est de faire en sorte que ce rebond, en cas de difficulté, il soit le plus rapide possible. Et c'est ce que j'appelle créer les conditions. Créer les conditions d'une éclosion, créer les conditions d'un développement, créer les conditions d'un rebond en cas de difficulté. Quelques mots pour dire que la relance, et France Relance, c'est quand même 100 milliards que le gouvernement met dans cette relance économique, entre autres au service de l'innovation et particulièrement au service de l'innovation écologique. Et que, aux côtés de cet argent que met le gouvernement, la région met beaucoup d'argent, et nous, Toulouse Métropole, eh bien, nous mettons 95 millions d'euros. C'est un plan de relance que le président Jean-Luc Moudenc a fait voter au mois de juin et qui vise à d'abord générer de la commande publique. Beaucoup d'entreprises vivent grâce à la commande publique et sur ces 95 millions d'euros de ce plan de relance, pas moins de 50 millions d'euros vont être injectés dans le tissu économique local dans de la commande publique portée par Toulouse Métropole. Donc je vous invite à vous rapprocher des services de Toulouse Métropole parce que aujourd'hui, ces 50 millions, ils vont être dépensés. Si ce n'est pas sur 2020, ça sera sur 2021. Mais en tout cas, les crédits sont là et ils visent à servir prioritairement, évidemment, les entreprises du territoire. Ensuite, les 45 autres millions, c'est 58 actions et il y en a pas mal dans le numérique, dans la dimension écologique et dans l'innovation pour faire en sorte que l'on soit à vos côtés et pour faire en sorte que vos entreprises accompagné par tout l'écosystème, représenté par la Mêlée qui organisait un événement ce matin, par Digital 113, par le Fab Lab Artilect, par Solibre, et puis par Première Brique, qui est un dispositif que nous avons lancé dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et donc que ces entreprises, accompagnées par les institutions que j'ai citées, mais accompagnées par tout cet écosystème et toutes ces associations, eh bien, se développent, créent de l'emploi et continuent à faire rayonner économiquement notre territoire. Merci. Merci Dominique, merci à Toulouse Métropole. Et j'invite tout de suite Pierrick Merlet à nous rejoindre. Pierrick, qui, sous vos applaudissements aussi, parce qu'on le connaît moins. Mais vous allez voir, il gagne à être connu. Pierrick, je rappelle que vous êtes journaliste à la Tribune. Vous avez décidé de revoir de fond en comble notre hors-série, le Start-Upper, pour cette année. Voilà, vous êtes le président. Il est tout chaud, tout nouveau, tout beau. Il sort d'imprimeur.
littéralement. Mais pourquoi vous avez peur? Rapprochez-vous. Ah, mais... 1m50, non, Ouais, voilà, quand même mais- pas. Peut-être pour notre photographe, montrez-le bien. C'est bon, Rémi, vous le voyez? Alors, Je suis pas justement, top modèle, hein, je suis journaliste. Hein. qu'est-ce qui, cette année, quelle était la philosophie, puisqu'on l'a dit, on l'a revu de fond en comble. Voilà, qu'est-ce qui vous a animé dans cette revisite? Trois facteurs en fait nous ont mené à faire émerger cette nouvelle formule. Tout d'abord, en 5 éditions de Start-Upper, on a collecté une certaine masse de données autour des startups importantes. Deuxièmement, on a des enjeux de société qui sont de plus en plus forts. Et troisièmement, on a une crise sanitaire que nous connaissons tous qui a encore mis plus en avant ces enjeux sociétaux. Et du coup, on a voulu mélanger, enfin, prendre en compte ces trois facteurs, mais prendre la data et apporter notre patte journalistique, apporter l'analyse de la tribune pour en faire une nouvelle formule du start-upper plus qualitative, on va dire. Qu'est-ce qui change concrètement dans cette 6e édition? Alors, avant, le start-upper, c'était 300 startups, voire plus, selon les années. Et cette année, on est passé à 100. Le but, c'est vraiment on assume le fait de ne pas être exhaustif. L'idée, c'est de mettre vraiment en avant les startups qui préparent l'économie de demain. Il y a des arbitrages qui ont été faits sur des critères bien précis par les startups qui préparent l'économie de demain. Alors, qu'est-ce qu'on entend par économie de demain? On entend une startup qui crée de la valeur dans les territoires, une startup qui crée de l'emploi dans les territoires, une startup qui fait tourner l'écosystème local, qui a des fournisseurs locaux, régionaux, nationaux. Voilà, une start-up qui fait vivre les gens autour d'elle. Vous avez été surpris par la vigueur de l'écosystème? Alors, Sa oui. résilience ou au contraire? Je vais me faire taper un peu sur les doigts. Alors oui et non. Oui, parce que dans les faits, contrairement à la filière aéronautique, dans les startups, il n'y a pas trop de casse sociale, à part 2-3 exemples, mais bon, je ne donnerai pas les noms, c'est pas le but. Donc oui, on peut penser que les startups se tirent bien de la crise, et même certaines d'entre elles ont eu des initiatives louables pendant la crise sanitaire en mettant gratuitement leurs services à disposition de certaines entreprises. Mais d'un côté, non, parce qu'en fait, tout cet écosystème est sous perfusion de l'argent public depuis plusieurs années. C'est en tout cas ce que m'ont expliqué plusieurs interlocuteurs quand j'ai fait les enquêtes pour ce hors-série et que je vous invite à découvrir. C'est pour l'instant oui, plus tard, peut-être pas. En conclusion, pour reprendre votre formule, qu'on a décidé d'ailleurs d'utiliser pour la table ronde qui aura lieu tout à l'heure, on peut dire que les startups sont touchées, mais pas coulées. Attention à la contrepétrie, là. Alors, elles sont touchées, oui, c'est inévitable, parce que comme toutes les entreprises, les startups sont confrontées à une baisse des investissements, une baisse de la demande. Bon, ça, c'est pas négligeable. Mais celles qui s'en sortiront le mieux, ce seront celles qui prendront en compte la RSE, comme le mettait en avant Dominique Faure, et qui prendront en compte bien sûr les enjeux de société d'aujourd'hui et de demain, et qui prendront en compte surtout le changement environnemental, enfin le réchauffement climatique par diverses manières, selon la chaîne d'approvisionnement, la chaîne logistique, tout ça. Et du coup, on en arrive à dire qu'il y aura une sélection darwinienne, si je peux me permettre, c'est-à-dire que ce sont les meilleurs qui s'en tireront de cette crise, mais pas les meilleurs sur leurs produits, les meilleurs, celles dans la compréhension de la demande. Merci Pierrick. Et pour illustrer ce que vous venez de dire, on a sélectionné 4 startups qui nous semblent incarner ce renouveau. On va vous présenter 4 pitchs à la suite. On commence tout de suite. J'invite Elsa Lomont, qui est gérante d'Etikis, à l'origine du label Long Time. Je l'invite à nous rejoindre. On va reprendre un autre micro. Prenez celui qui est... Ouais. On va remonter une start-up de micro, là. Ok, pardon. Je vais rapprocher. 1, 2. Oui. Bonjour à tous. Je suis donc Elsa Lomont, gérante et cofondatrice de la coopérative Etikis Civis. Et je vais vous présenter notre travail. Je voulais avant tout, et j'ai l'immense honneur de vous présenter mon adoré mixeur plongeur. Je suis sûre que vous en avez tous un à la maison. Je suis émue parce que ce mixeur m'a fait le coup de la panne après 3 ans de bons et loyaux services. Il m'a fait le coup de la panne et donc j'ai naturellement essayé de contacter la marque et de leur demander quoi faire. La réponse fut brève. Madame, votre produit est économiquement pas réparable. Bien. Je me suis du coup décidée à aller voir un réparateur. Et là, verdict,
ce produit est juste indémontable. On ne peut pas aller voir si quelle pièce, en tout cas, serait défaillante et quelle pièce me permettrait de le réparer. Résultat, direction la poubelle. Et je suis sûre que dans cette salle, vous êtes nombreux à avoir une anecdote du genre, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ce n'est pas très étonnant. Pourquoi? Réfléchissons et prenons vraiment une minute pour voir ce qui s'est passé durant ces 30 dernières années. En 30 ans, le prix de nos biens électriques, électroniques, le prix de nos biens du quotidien a considérablement chuté. À l'époque où acheter un téléviseur représentait l'équivalent d'un SMIC, vous en trouvez un aujourd'hui avec une centaine d'euros, d'autant plus si c'est le Black Friday. Et donc, vous pouvez vous équiper. Pendant cette même laps de temps, donc en 30 ans, on a consommé toujours plus d'équipements pour arriver au fait qu'aujourd'hui, chaque ménage possède 99 équipements électriques et électroniques. C'est énorme, 99. Et dans ce même laps de temps, il paraîtrait que nos produits, la durée de vie de nos produits a été divisée par 2. Donc, les produits coûtent moins cher, on en achète plus et ils durent moins longtemps. Le fait est que chaque seconde, nous produisons 1400 kg de déchets électriques et électroniques. Chaque seconde, c'est le poids d'une voiture. Chaque seconde, on puise toujours plus de matière pour fabriquer nos réfrigérateurs, nos machines à café, nos smartphones. Alors, nous sommes tous conscients de cela. Il y a vraiment cet engouement écologique. Mais comment faire pour choisir nos produits? Comment faire pour consommer mieux? On peut acheter et manger bio pour préserver nos terres. On peut choisir des produits qui soient fair trade pour favoriser le commerce équitable. Mais comment choisir un mixeur plongeur qui dure dans le temps, qui soit réparable et qui ne lâche pas au bout de 3 ans? C'est sur ce constat que nous avons décidé de créer Longtime. Longtime, c'est le premier label qui se veut européen des produits conçus pour durer. C'est un outil simple et efficace qui informe le consommateur et valorise les efforts des fabricants. Longtime, comme vous le voyez, donc derrière Longtime, il y a un cahier des charges de 41 critères qui se découpe en 3 piliers que sont la conception robuste, donc la fiabilité du produit, sa réparabilité et tout ce qui est support technique. Vous avez quelques exemples très pratico-pratiques des critères qui ont été construits avec les parties prenantes, donc les fabricants, les réparateurs et les consommateurs. Donc on a un cahier des charges qui se veut pertinent, une approche globale de la durabilité. Il était aussi important pour nous que le contrôle soit totalement impartial et indépendant. C'est pourquoi 2 organismes de contrôle indépendants, que sont APAV Certification et EcoCert Environnement, sont nos partenaires pour le contrôle et l'attribution du label, ce qui est très important. Donc, ils se rendent chez les fabricants, contrôler la conformité d'un produit aux critères du cahier des charges. Comme vous le voyez également sur la slide, la force de Longtime, c'est qu'il est applicable à une très large gamme de produits. Donc, ça en fait une référence unique que vous retrouverez chez n'importe quel distributeur sur des produits informatiques, de l'électroménager, mais aussi des vélos électriques, puisque ce qu'on appelle l'obsolescence des biens n'est pas réduit à nos seuls équipements électroménagers. En somme, vous voyez que Longtime est une référence comme ça pour le consommateur qui se veut faire aussi améliorer les pratiques de production et de consommation. Parce qu'au travers de ces 41 critères, les fabricants, et en tout cas c'est le premier témoignage qu'on en a, ils trouvent un guide pour améliorer les pratiques ou pour valoriser leurs efforts. Il me reste encore un peu de temps. Que vous dire? Donc Longtime, c'est une aventure qui a commencé il y a 4 ans maintenant. Au bout des 3 ans, on a annoncé les 2 premiers produits labellisés. Donc un fabricant de détecteurs de métaux, Explorer, qui se trouve en notre belle région occitane, qui a de suite adhéré à notre démarche. On a également labellisé un aspirateur de la marque Roventa. Nous avons très récemment annoncé un radiateur électrique à inertie sèche de la marque Univers Chauffage. Semaine prochaine, nous avons 2 audits sur des fours électriques et du matériel professionnel de cuisine. Donc vous voyez, le champ est très large. D'ici à 1 an, j'ose pouvoir vous proposer un grand catalogue de produits labellisés qui puissent vous offrir donc une référence durabilité pour vous équiper. Donc une bouilloire électrique, un vélo électrique, mais aussi des transats, du mobilier de jardin, bref, faire que vous puissiez acheter des produits conçus pour durer.
Et s'il me reste 1 minute, notre travail donc, ne s'arrête pas là. Vous avez parlé de commande publique. On a vraiment la volonté de mettre à profit toute cette expertise autour de cette thématique de l'allongement de la durée de vie des produits. Donc on travaille d'ores et déjà avec Toulouse Métropole pour voir comment intégrer des critères de durabilité dans la commande publique, parce qu'on le sait, c'est un gros consommateur, donc autant qu'il s'équipe de manière durable. On participe plus largement à tous les travaux qui puissent faire avancer du coup, cette thématique et cet enjeu environnemental fort qui est de produire pour que ça dure dans le temps. Voilà, vous l'aurez compris, cette aventure, elle a commencé il y a 4 ans, mais elle est là pour durer longtemps. Je vous remercie. Merci Elsa Lomont, merci beaucoup. Elsa, je ne sais pas si vous avez le loisir de parler avec la personne qui va suivre, mais vous verrez, il y a un rapport. Hein. Il faudrait que... On va vous donner les coordonnées les unes des autres. Tandis que justement s'approche Karine Maya-Lévy qui me rejoint sur scène pour le 2e pitch. C'est la présidente de Keep It France. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Il est maudit celui-là. Celui-là marche mieux. Oui. Non, celui-là il est vert. Il ne marche pas. Bonjour, donc je suis Karine Maya-Lévy, cofondatrice de Keep It, la marque d'électroménager conçue pour durer. Alors mon pitch va être très très proche de celui d'Elsa parce qu'on a le même cheminement, en tout cas le même point de départ. Au départ, c'est une panne de mon lave-linge juste après la fin de la période de garantie. Une panne, et puis ce bien triste constat que je partage aussi avec Elsa, qui est aujourd'hui, seuls 44% des produits électriques et électroniques sont réparés. Et dans le même temps, si on recule sur 10 ans, la durée de vie de ces appareils a baissé de 40%. Donc une panne, un bien triste constat, et puis pour ma part, une très forte envie citoyenne et une envie de mettre du sens dans mes activités professionnelles. Alors avec mon associé, on est des entrepreneurs dans l'âme et on a décidé de créer une marque d'électroménager qui ne se jettera plus. Et on a créé Keep It. Alors Keep It, c'est quoi? Keep It, c'est d'abord un modèle de durabilité. Chez Keep It, tout est durable. Les produits, évidemment. Alors, comment on fait des produits durables? Eh bien, d'abord, on choisit des matériaux qui sont recyclables ou recyclés. On choisit des technologies, pas forcément de nouvelles technologies, mais des technologies qui ont fait la preuve de leur durabilité, même si ce n'est pas dans l'univers de l'électroménager. Et puis, on éco-conçoit des produits en se disant, il faut qu'ils soient réparables. L'histoire du plongeur d'Elsa, c'est exactement ça. Le problème, quand on conçoit de l'électroménager, c'est si on ne conçoit pas à la base qu'il doit être réparable, ben on va coller, on va souder et on va rendre des pièces non accessibles. Le principe chez Keep It, c'est que rien n'est collé, rien n'est soudé et donc le produit est forcément réparable. Avec un engagement supplémentaire, c'est l'aspect économique. Puisqu'évidemment, il ne faut pas non plus négliger cet aspect économique. Et donc, notre conception intègre dès le départ le fait que les pièces qui sera toujours plus économique et plus rentable de réparer que de changer. Alors, Keep It, c'est des produits durables et réparables, mais la durabilité, elle n'est pas seulement dans les produits, elle est aussi au niveau de la manière dont on va produire. Nous avons décidé d'assembler nos produits en France, en Occitanie, dans des unités de production qui sont locales, et ce, dans un but tout à fait déterminé, qui est de créer des emplois pérennes, locaux, qui ont du sens et qui sont également inclusifs. Alors, pour ces unités de production, on s'appuie en tout cas pour la première unité de production sur une entreprise adaptée qui s'appelle Limca, qui est basée à Beauzelle et qui va nous permettre de mettre en place des structures de production totalement inclusives. Notre principe à nous, c'est de dire que nul ne doit être inemployable. Et ça aussi, c'est durable. La durabilité, c'est aussi les relations avec les
partenaires, les fournisseurs qu'on va sourcer au plus proche, et puis aussi avec les utilisateurs, puisqu'on va proposer des produits que vous allez garder toute votre vie. Donc, vous allez les acheter une fois, et c'est important de conserver le lien, de créer ce lien et de créer cette communauté d'acteurs impliqués qui vont pouvoir agir, faire évoluer les produits. Et donc, la durabilité, c'est aussi la création de cette communauté des keepers, les utilisateurs de produits Keepit. Et donc, ce schéma, c'est notre schéma, c'est notre pierre angulaire pour créer des produits réellement durables et pour changer le monde, en commençant par l'électroménager. Alors, pour faire tout ça, je ne suis pas toute seule. J'ai une équipe qui se développe. Aujourd'hui, on est 5, avec là aussi un objectif de faire rimer durabilité avec parité. Alors aujourd'hui, les filles sont un peu majoritaires, on va voir, mais en tout cas, c'est aussi un choix et une volonté affirmée et marquée de respecter aussi la parité, ce qui n'est pas très courant dans l'univers de l'industrie. Un projet, une équipe et un premier produit. Alors le premier produit, c'est une bouilloire multifonction qui s'appelle la Jarenne. Cette bouilloire, elle a été reconnue dès les premières annonces. D'abord, elle a reçu un premier prix qui est un prix de l'innovation au salon du Made in France. Et cette innovation, c'est pas de l'innovation technologique, c'est plutôt tout ce que je viens de vous expliquer. Une première reconnaissance, une deuxième de la part d'un grand distributeur, puisqu'on vient d'être labellisé Go for Good par les Galeries Lafayette. Là aussi, une reconnaissance cette fois-ci du marché. Et puis, une reconnaissance aussi des acteurs financiers, puisque nous avons aussi reçu, alors ça, il y a 3 jours, le label Act for Impact de la BNP. Tout ça autour de la Jarenne. Donc, cette bouilloire multifonction, elle est spécifique parce qu'elle va permettre de faire chauffer l'eau, mais elle va permettre aussi de multiplier les usages. Là aussi, multiplier les usages dans un sens tout à fait déterminé, qui est de dire plus on utilisera ce produit et plus on amortira l'impact, le coût impact de sa production. Donc cette bouilloire, en plus de faire chauffer l'eau, elle va permettre d'infuser du thé et des tisanes, mais aussi de faire cuire des pâtes, des œufs, du riz, de servir de chauffe-biberon ou de bain-marie, ou encore de faire cuire des légumes à la vapeur. Un vaste programme. On a lancé la commercialisation de cette bouilloire Jarenne au mois d'avril, en plein confinement. Sans surprise, sur une campagne de financement participatif, parce que c'était la logique du moment. Objectif annoncé sur la campagne, 10 000 €. On espérait avec mon associé faire 100 000. Finalement, c'est 245 000 € qui ont été récoltés et plus de 1000 bouilloires vendus. La preuve que ce qu'on apporte aujourd'hui, ce qu'on avance aujourd'hui, ça fait sens aussi pour les consommateurs. Pour avancer dans tout ça, on n'est pas tout seul et on est soutenu depuis le départ par la région Occitanie, qui est un vrai partenaire pour Keepit, par la BPI aussi, qui nous a octroyé le statut d'entreprise adaptée, ce qui va permettre de nous ouvrir le champ des possibles en termes de financement, et puis par un pôle bancaire qui nous soutient réellement. Et qui nous soutient pourquoi? Pour aller plus loin, puisqu'après la Jarenne, on a un programme bien chargé, un lave-linge réellement durable qui va s'appeler le Fraval, et puis un grille-pain qui sera lui aussi multifonction. 2 prochains produits annoncés, et puis après un objectif d'un produit par an pour continuer à avancer avec ce nouveau modèle. Et bien sûr le label Longtime, évidemment. Merci beaucoup. Merci Karine, merci. C'est à présent au tour de Simon Bureau, président et cofondateur d'Ilia, de nous rejoindre. Vous pouvez continuer d'applaudir. Le voici, mesdames, messieurs. Est-ce que la malédiction du micro va continuer? Test? Non, ça marche. Bonsoir à tous. Je m'appelle Simon et avec mon ami et maintenant associé Antoine, on a voulu entreprendre pour donner du sens à notre métier d'ingénieur. Pour ça, on a créé la société Ilia avec l'ambition de développer des produits qui vont nous permettre de réduire l'impact environnemental des gestes du quotidien. Et vous voyez que le choix a été assez sélectif entre tous les projets ce soir.
Le premier geste auquel on s'attaque, nous, il n'est pas dans la cuisine, il est dans la salle de bain. On s'attaque à la douche, avec l'objectif de réduire cette consommation en eau et en énergie de la douche. La douche, c'est le premier consommateur en eau du foyer. C'est 40% de la consommation en eau du foyer. On le sait moins, c'est aussi le deuxième consommateur d'énergie du foyer. C'est 13% de l'énergie qu'on utilise chez nous pour l'eau chaude sanitaire. C'est moins que le chauffage, mais ce n'est pas négligeable non plus. Pour ça, on a développé une douche cyclique, une douche qui recycle l'eau. Le principe est simple. Aujourd'hui, dans une douche, on va dire traditionnelle, l'eau, elle est prélevée sur l'environnement, elle est potabilisée, elle est acheminée jusqu'à la maison, on l'utilise quelques secondes, elle repart encore chaude vers les égouts, donc chargée d'énergie, assez peu polluée, et puis elle continue son chemin vers une station d'épuration, elle est renvoyée dans l'environnement, et tout ce chemin pour quelques secondes d'utilisation. Avec une douche cyclique, au lieu que l'eau soit évacuée vers les égouts, on la récupère grâce à une pompe, on la nettoie grâce à un filtre, on la réchauffe légèrement afin qu'elle reste à une température confortable tout le long de la douche, et on utilise un même volume d'eau, quelle que soit la durée de la douche. On passe donc d'une consommation pour une douche traditionnelle qui est de 60 à 80 litres d'eau par douche, à une consommation de 5 litres d'eau, quelle que soit la durée de la douche. On a l'ambition de faire un produit qui est simple à installer et qui va être abordable pour qu'on puisse le diffuser au maximum. On a aussi l'ambition d'en faire un produit qui soit écologique dès sa conception et pendant toute sa durée de vie. C'est bon, je me suis perdu dans mon pitch, c'était prévu. Dans un premier temps, on va diffuser ce produit auprès d'hôtels, de campings, de salles de sport qui sont aussi des gros consommateurs d'eau. Mais on a l'ambition à plus long terme que le grand public puisse aussi se fournir cette douche parce que c'est en le diffusant au maximum qu'on aura un maximum d'impact. Développer un produit comme celui-là, ça demande de la recherche et du développement. Ça demande donc du temps et ça demande de l'argent. Aujourd'hui, on travaille, on fait des campagnes d'essai pour garantir la qualité de l'eau en sortie du système et garantir une durée de vie de notre filtre qui sera la plus longue possible. On cherche aussi à faire que ce produit soit bien entendu conforme aux normes sanitaires. On fait appel à vous ce soir, ou peut-être à votre réseau d'ailleurs, parce qu'on est en constante recherche de partenaires techniques ou financiers. L'aventure Iliad ne doit pas se vivre seule, on a besoin d'être entouré pour mener à bien ce projet. Ce soir, on nous a posé la question, après la Covid, les startups touchées mais pas coulées. Chez Ilia, on voit la crise du Covid comme un élément qui fait partie d'une crise plus globale. Je ne vous apprends rien si je vous dis que depuis des années, on sait qu'il y a une crise écologique, une crise sociale qui est en train d'arriver. Et finalement, cette crise du Covid, c'est peut-être qu'un prémisse, peut-être qu'un avant-goût d'une crise écologique qui sera plus importante. Pour ça, on a effectivement besoin d'avoir des entreprises de demain qui vont mettre l'enjeu écologique et social au cœur de leur projet. Et c'est le cas, c'est ce qu'on a envie de faire avec Ilia. J'ai envie de dire, on n'a plus besoin de ces startups qui vont développer des gadgets qui ne servent à rien, mais on a vraiment besoin d'entreprises pour qui l'impact sociétal et l'impact environnemental sera le plus important. On est encore une jeune entreprise avec Ilia, mais on regarde déjà au loin, on a une vision et on a envie que notre projet soit un projet ancré sur son territoire. On a envie de pouvoir créer des emplois, on a envie de travailler avec des partenaires locaux. On est déjà en réseau, notamment avec le MOVE, par exemple, le mouvement des entrepreneurs sociaux, ou avec notre incubateur Première Brique, l'incubateur de Toulouse Métropole. On a envie aussi, c'est la deuxième fois que je me perds dans mon pitch, je suis désolé, on a envie que ce projet il permette de donner du sens à la mission qu'on va donner à nos employés. Il y a quelques années encore, avec Antoine, on était étudiants à l'INSA de Toulouse et on se posait des questions. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de notre diplôme d'ingénieur? Comment on va pouvoir avoir de l'impact, agir pour la société, pour l'intérêt général à travers notre métier? Et cette question, on n'est pas les seuls à se la poser. Il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes qui se posent cette question. Avec Antoine, on est tous les deux encadrants aussi dans le scoutisme. Et donc, on les côtoie, ces jeunes qui se posent des questions sur leur avenir et qui ne savent pas encore comment ils vont pouvoir agir. Cette vision du monde qu'on a avec Ilia, c'est cette vision qui a donné le nom au projet. On s'appelle Ilia parce qu'on pense qu'il y a un monde nouveau à bâtir.
Alors c'est un monde qu'on ne va pas bâtir seul, on a besoin d'autres entreprises à côté de nous, on a besoin de partenaires à côté de nous qui vont nous aider à bâtir ce monde. Et on en profite, hasard du calendrier, pour faire appel à vous. On vient avec Ilia aujourd'hui de lancer notre campagne de financement participatif. On n'en est pas encore à 1000 douches prévendues, mais pourquoi pas, ça viendra. Et donc on fait appel à vous. Si vous souhaitez soutenir le projet aussi, vous pouvez participer à cette campagne ou la relayer dans vos réseaux. Ça nous sera d'une grande aide. Pardon ? Pardon, c'est sur la plateforme KissKissBankBank. N'hésitez pas à venir nous voir, mon associé ou moi-même, juste après. On se fera un plaisir de vous partager le lien. Je vous remercie pour votre attention et passez une bonne soirée. Non, reprenez le micro parce qu'on va le désinfecter. Merci Simon. Enfin, pour notre dernier pitch, merci d'accueillir Aline Cerf, qui est présidente et cofondatrice de SmartCatch. Toujours sur les applaudissements. Eh bien, merci. C'est bon? Oui. Hop. OK. En 2 mots. Vaincre le cancer passe par la résolution d'une équation à 2 variables, le temps et la précision. C'est apporter le plus rapidement possible le traitement le plus adapté au profil moléculaire du patient. Alors, que sont les cellules tumorales circulantes? Les cellules tumorales circulantes sont en fait des cellules qui sont libérées par des tumeurs primaires qui vont voyager dans la circulation sanguine. Et certaines de ces cellules, beaucoup plus agressives que les autres, vont réussir à se nicher ou à se loger dans un organe distant pour proliférer de manière dérégulée et créer une métastase. Alors, les cellules tumorales circulantes sont finalement l'origine du problème, les métastases, mais elles renferment également la clé, donc vraiment des informations extrêmement importantes pour pouvoir traiter efficacement le cancer. Alors, si ces cellules sont si importantes, pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas aujourd'hui en routine clinique en tant que biomarqueur? Eh bien, en fait, parce qu'on s'attaque à un défi technologique majeur. Le sang est un milieu complexe, muni de milliards de cellules sanguines saines. C'est un milieu visqueux, opaque, avec une rhéologie très particulière qui coagule. Et les cellules tumorales sont finalement des événements extrêmement rares dans la circulation sanguine. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué, d'une part de les isoler, de les garder vivantes, donc de vraiment pouvoir maintenir toute l'information qu'elles contiennent, et de pouvoir les capturer en nombre suffisant pour pouvoir avoir une information qui soit représentative de tout ce qui circule véritablement dans notre corps. C'est dans ce contexte qu'est né SmartCatch, donc une spin-off du CNRS, avec une complémentarité vraiment parfaite entre des scientifiques du CNRS, chercheurs CNRS, professeurs de l'INSA de Toulouse, et le côté médical avec des chirurgiens oncologues de l'Institut universitaire du cancer et de l'Europol de Montauban, avec vraiment une conviction absolue qui est que les nanotechnologies sont capables d'apporter aujourd'hui les outils qu'il nous manquait. Alors nous avons une expertise de plusieurs années et ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait les micro-nanotechnologies ont fait des progrès incroyables au travers des dernières années. C'est probablement des choses que l'on ne voit pas ou que l'on ne sait pas, mais en fait, que ce soit au niveau des sciences des matériaux, de la microfluidique, des procédés assez compliqués de microfabrication, de microélectronique, etc. On sait aujourd'hui comment traiter ce problème. On est aujourd'hui armé avec les bons outils pour le résoudre. Donc SmartCatch en fait développe des pièges à 3 dimensions extrêmement précis qui permettent en fait de capturer les cellules tumorales directement au sein du flux sanguin en préservant l'information qu'elles contiennent. Donc ça fait déjà depuis quelques années, on a été créé en 2016, on est hébergé à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, on est la seule start-up hébergée à l'hôpital. Donc on a travaillé ces dernières années sur vraiment l'optimisation de nos systèmes, l'industrialisation du procédé. Bien évidemment, il fallait transférer du laboratoire vers des procédés compatibles avec l'industrie.
Et aujourd'hui, on est dans une phase de pré-commercialisation. Donc on est aujourd'hui en train de finaliser notre premier produit que l'on espère pouvoir commercialiser auprès ou à destination du marché de la recherche dès l'année prochaine. Et le temps ensuite de certifier et de continuer à développer notre second produit qui sera à destination cette fois-ci des hôpitaux. Donc SmartCatch développe en fait des dispositifs extrêmement compacts, portables, faciles d'utilisation, qui vont vraiment pouvoir s'inscrire dans la routine clinique. On veut vraiment que ce soit utilisé de manière simple, quotidienne, sans sortir du cabinet de consultation. Et c'est pour ça que nos systèmes capturent des CTC, des cellules tumorales, mais on veut aussi que ce soit une nouvelle génération de dispositifs communicants, donc intelligents, qui permettent de restituer l'information en temps réel à l'oncologue pour vraiment pouvoir réduire en fait les délais de prise en charge des patients, pour pouvoir accélérer la prise de décision et ne plus faire du trial and error. Donc faire différents tests, multiples lignes de traitement, il faut vraiment que le patient puisse bénéficier du bon traitement immédiatement. Donc, on nous avait proposé de parler de l'impact Covid au sein de nos entreprises. On est assez peu nombreux à l'avoir évoqué. Moi, je voulais vous raconter qu'en fait, en mars, lorsque ce virus est apparu, on était en pleine levée de fonds. Et du coup, on l'est toujours. Effectivement, ce qu'on a pu observer, c'est que pour certains investisseurs, voilà, ils se sont recentrés globalement sur les startups des portefeuilles qu'ils avaient déjà, en fait. D'autres, on a vu effectivement leur temps d'instruction se rallonger. Donc tout le processus a pris beaucoup plus de temps que d'habitude. Et je ne sais pas si on peut parler de frilosité, mais je pense que ce qu'il se passe, et c'est vraiment en raison de ce confinement et de cette distanciation, c'est qu'en fait, les levées de fonds et l'interaction que l'on peut avoir entre une entreprise et un fonds, ça passe par de l'humain, ça passe par du contact, ça passe par du face-à-face, de pouvoir rencontrer les personnes, puisque finalement, on est en train de créer vraiment un partenariat sur le long terme. Donc effectivement, je pense qu'il y a un peu de ça. On a aussi vu un recentrage, mais je pense que c'est indépendant du Covid, vers vraiment des thématiques assez ciblées, donc en particulier voilà, tout ce qui est plutôt digital, effectivement, santé connectée, data, IA, etc. etc. Voilà, nous en particulier, on a effectivement trouvé le soutien au niveau régional. Donc c'est vraiment un fonds voilà, qui émane de l'incubateur Nubo, que je peux citer. C'est le fonds Oxide, un fonds très pro-startup, bienveillant, extrêmement réactif, qui nous a soutenus en cette période de Covid. Et c'est grâce à ce fonds qu'on a pu avoir un souffle. Et grâce au soutien d'une plateforme de financement participatif que je peux citer, puisqu'ils font partie de la table ronde qui va suivre, donc c'est la plateforme WeSeed. Et grâce à eux, donc nous sommes en collecte. Ça fait déjà 1 mois et maintenant on est encore en collecte pendant 2 mois supplémentaires. Et pourquoi je sais pas si j'ai le temps. Pourquoi le financement participatif ? Parce qu'en fait, voilà, on a trouvé en ce fonds, en cette plateforme, une réactivité. En fait, on est très content de pouvoir en fait, avoir dans nos actionnaires des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Le cancer, c'est une urgence et ça restera une urgence Covid ou pas Covid et probablement ça le deviendra encore plus dans les années à venir. Donc il faut vraiment s'entourer de personnes qui partagent ces mêmes valeurs qui nous sont chères au sein de SmartCatch. Et voilà, on est très content de pouvoir faire cette aventure entrepreneuriale aux côtés de toutes ces personnes qui nous soutiennent. Voilà, merci beaucoup. Merci Aline. D'applaudissements bien mérités. Voilà, avec ces 4 pépites que nous souhaitions illustrer sur cette notion d'impact sociétal positif. Et pour aller plus loin, je propose que nous interrogions sur l'avenir des startups après le ou la Covid. Nous allons donc en débattre avec nos 4 invités que vous ne manquerez pas de saluer comme il se doit. J'invite à me rejoindre sur scène Salomé Géraud, cofondatrice du Drive to Nu, Mathilde Iclanzan, directrice générale adjointe de WeSeed, Camille Legal, cofondatrice de Fairly Made, et Julien Mémon, président de Linky. Ils me rejoignent sur scène.
pendant qu'Elsa récupère son fouet pour la démonstration. C'est une valeur sentimentale maintenant, puisqu'il est fichu, hein, on est d'accord. Venez, venez, il n'y a pas de plan de table, c'est à la bonne franquette. Prenez un micro, je vous en prie, Mathilde. Donc bonsoir à tous. Alors une petite transition bien normale, eu égard aux précautions qu'on doit prendre par rapport au Covid. On nettoie à chaque fois les micros à chaque intervention. Voilà. Et Julien. Voilà, pour une fois qu'il y a un homme, il faut qu'il soit en retard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, de façon ultra classique, on ne va pas réinventer la roue. Je vous propose qu'on commence par un tour de table qui vous donnera l'occasion de vous présenter, de présenter votre activité. On va commencer avec le retardataire, Julien Mémon. Merci beaucoup. Mais d'abord, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier également la région, la métropole, voilà, pour cette invitation. Vous voulez que je présente Linky, que je dise ce qu'on fait? Oui, c'est ça. On essaye de changer le monde et on essaye de le sauver. Mais avec tout le monde. Hein. Ce qu'on fait très concrètement, c'est qu'on va récupérer des invendus alimentaires et on les achemine avec une logistique verte et agile, donc assez rapide, vers des populations en grande précarité. Donc on fait de l'aide alimentaire et on utilise un moyen qui est la lutte contre le gaspillage. Très bien. Camille, pardon. Camille, sans le masque, j'étais complètement troublé. Allô, allô? Oui. On vous entend bien. Donc Camille Le Gall, cofondatrice de Fairly Made. Donc nous, on cherche également à sauver le monde au travers d'une autre filière assez dramatique à l'heure actuelle, qui est celle du textile. On est une société donc de sourcing et de confection éco-responsable dans le textile. Notre but, c'est d'accompagner les marques dans la transition avec 3 outils. Un premier outil qui est une bibliothèque matière, donc tangible et physique, de 600 matières éco-responsables. Ensuite, un parc d'usines engagées, avec aujourd'hui une 60aine d'usines, à la fois des filatures, des tisseurs, des usines de teinture et des usines de confection. Et aujourd'hui, une plateforme de mesure d'impact, toujours en B2B, qui nous permet d'accompagner aujourd'hui une 30aine de marques dans cette transition. Salomé Géraud, du Drive to Nu. Bonsoir, merci beaucoup. Du coup, moi, je suis la cofondatrice du... Non, Salomé, il faut dire, moi aussi, je vais changer le monde. Tout à fait, absolument. Donc, avec Pierre Géraud, donc, qui est mon mari et mon associé, on a monté le premier drive zéro déchet, 100% responsable. Donc, nous, tous les deux, on rêve d'un monde zéro déchet. Et donc, on a monté ce drive qui nous permet actuellement de travailler avec plus de 150 producteurs locaux. Voilà, qui est une belle équipe. Donc, ça fonctionne de façon très simple. On fait ses courses directement sur Internet. On a tous les produits qu'on peut retrouver dans un supermarché classique, à l'exception du fait que chez nous, tout est conditionné dans des contenants réutilisables, donc dans des bocaux en verre et des sacs en toile. Les clients choisissent l'heure et le lieu pour venir récupérer leurs courses et ils peuvent nous ramener les contenants de la fois précédente que nous, on s'occupe de laver et de remettre dans le circuit. Donc l'idée, c'est que tout soit entièrement circulaire. Vous rêvez d'un monde nouveau, mais vous rêvez aussi de repos parce que vous n'avez pas chômé pendant le confinement. Alors non, nous, pendant le confinement, on n'a pas chômé, on a bouclé une levée de fonds, on a accueilli notre petit bébé aussi également. Pas au sens littéral, un vrai bébé. Non, un vrai bébé. Oui, un vrai bébé, et on prépare l'ouverture de 2 drives supplémentaires d'ici la fin de l'année et notre première franchise pour janvier. Pas mal du tout. Merci Salomé. Enfin, Mathilde Clanzan, je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de WeSeed. Et nous, ça fait 12 ans que WeSeed sauve le monde. Donc, ça fait 12 ans que WeSeed accompagne toutes ces startups et tous ces... On se plaît à dire qu'on est des optimistes qui finançons des optimistes. Donc voilà, WeSeed, c'est une petite société toulousaine qui a été créée par Thierry Merchiol et Nicolas Serres, qui, depuis 12 ans, a levé plus de 240 millions d'euros pour accompagner des entreprises, plus de 550 projets, et qui, aujourd'hui, gère un portefeuille de plus de 350 sociétés. Voilà. Alors justement, je vais rester avec vous, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur les levées de fonds. On a intitulé cette table ronde « Toucher mais pas couler » en ce qui concerne les startups. La situation est un peu en trompe-l'œil. Les startups françaises ont levé entre janvier et juin 2020 quasiment autant que l'année dernière, sur la même période, autour de 2,7 milliards. Mais si on y regarde de plus près, les petites levées de fonds, les guillemets sont de circonstance, c'est-à-dire celles qui sont inférieures à 1 million d'euros, se sont effondrées de 50%.
Pourquoi? Oui, je rejoins ce que disait Pierrick tout à l'heure et un petit peu le constat du start-upper. On observe une certaine frilosité. Je crois que c'était Aline qui en parlait aussi sur Smart Catch. Je crois que la première des attitudes lorsque le Covid est arrivé a été évidemment de chacun nous focaliser sur les lignes en participation, de tâter un petit peu le terrain, voir dans quelle santé financière ils étaient, de les accompagner au plus près. Et certainement, cette frilosité, elle se reflète aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas reprendre. Aujourd'hui, on a un certain nombre de demandes. On a des dossiers qui rentrent toutes les semaines. Pour moi, ce financement va continuer. Je n'ai pas d'inquiétude particulière. Par contre, il va y avoir une plus grande vigilance. Et on va certainement se recentrer sur tout ce qui est ESG. Vous parliez de RSE, mais finalement, ce sera surtout les critères ESG, environnement, social et gouvernance, qui vont certainement prédominer dans les prochains mois et les prochaines années. Pierrick évoquait la perfusion d'argent public. On sait que les plans garantis par l'État continuent de maintenir ce statu quo. Bon, sans ça, ça se serait véritablement effondré. Mais quand est-ce qu'on aura un horizon un peu dégagé de cette perfusion permanente? Aujourd'hui, on est dans un attentisme. Alors, tout le monde a repris en septembre. On se regarde un petit peu tous. On ne sait pas trop ce qu'on attend. On espère tous que ça va redémarrer. On ne sait pas si on est au début, au milieu, dans la vague, en plein milieu de la tempête, ou si dans quelques mois tout sera derrière nous. Pour moi, je pense qu'on est beaucoup à miser sur 2021. Aujourd'hui, on se dit que l'année 2020, elle est derrière nous, quasiment. On a quasiment tous fini l'année. Et voilà, je pense moi, en tout cas, je suis très optimiste sur 2021. En tout cas, je l'espère et il le faut. Je crois qu'en fait, on n'a pas le choix. C'est surtout ça. Oui, non, mais c'est une taquinerie parce que c'est pas un cauchemar pour tout le monde. Par exemple, vous aussi, Julien Mémon, je disais tout à l'heure à Salomé qu'elle n'a pas chômé pendant le confinement. Vous, par essence, c'est une opportunité, sans être cynique, je dis ça. Mais la Covid vous a permis de montrer l'efficacité, finalement, de votre idée initiale. Oui, absolument. Mais c'est une période folle dont on n'est pas encore complètement sorti. Voilà, avec ce qui se passe aujourd'hui. On s'est retrouvés dans une situation, je veux dire, nous ici, nous sommes retrouvés tous dans une situation historiquement inédite, où finalement tous les commerces ferment, où les gens restent chez eux, où ça fait bouger tous les équilibres économiques évidemment, et la crise qui s'ensuit, où ça fait bouger les équilibres sociaux, où ça fait bouger les équilibres de vie quotidienne. Et ce qui s'est passé très concrètement, c'est qu'il y a tous les restaurateurs qui, le soir où le Premier ministre a annoncé le confinement généralisé, nous ont appelés. En tout cas, il y en a un qui nous a appelé, qui a passé le numéro parce qu'on a dit ok, on va venir. Effet boule de neige. Oui, c'est un restaurateur qui nous a dit moi j'ai une chambre froide, qu'est-ce que j'en fais quoi, je ferme pendant au moins 15 jours. Parce qu'on ne savait pas, ils ont fermé en 2 fois en fait. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne veux pas le jeter, est-ce que vous pourriez les récupérer? Est-ce que ça pourrait aller à des gens qui en ont besoin? On a dit oui, nous ça fait 4 ans qu'on existe, on fait que ça. Donc on va se débrouiller, on va le faire, on va passer. Il a dit c'est génial, je vous aime, je peux passer votre numéro? Et à partir de ce moment-là, en fait, le téléphone ne s'est pas arrêté de sonner et on a vidé une grande partie des chambres froides, je crois, des restaurateurs parisiens et en région parisienne. C'est des centaines et milliers de tonnes qu'on a récupérés, qui sont allés immédiatement à destination de personnes en grande précarité, Paris, région parisienne. Donc on a fait d'une pierre deux coups, qui est le système de Linky, mais de fait, on s'est retrouvé dans une situation où la crise a rendu impérative une solution comme celle qu'on proposait et qu'on avait mise en œuvre. Camille, comment ça s'est passé de votre côté, l'impact du confinement? Je rappelle que vous travaillez dans le secteur de la mode. Oui, alors donc il y a 2 vitesses. Je pense que déjà d'un point de vue personnel, j'étais très heureuse de savoir que tout le monde allait tourner en rond et regarder son placard pour réaliser qu'il y avait beaucoup de pièces que les gens ne portaient pas au quotidien et qu'on en avait globalement trop. Après, ma casquette d'entrepreneur a vite été remise parce qu'on a été beaucoup sollicité pour la fabrication de masques. Donc nous non plus, on n'a pas trop chômé. On a du coup rassemblé 2 ateliers avec lesquels on travaille en Île-de-France. Et on a fabriqué des milliers de masques, d'abord pour les soignants, les pharmacies, et ensuite pour le grand public. Donc oui, une période un peu étrange. Et les marques clientes avec lesquelles on travaillait ont aussi pris le temps de repenser les collections, donc hyper positif en post-Covid pour le coup, où là ils se sont interrogés sur la constitution des offres. Donc comment on repense... C'est une des industries les plus polluantes au monde, ouais. Donc elle avait sans doute besoin d'être un petit peu bougée.
Bon, la crise est passée par là. Est-ce que vous pensez qu'il y a réellement une prise de conscience par rapport à vos clients? Oui, alors certains étaient déjà très lucides. Après, c'est aussi la remise en question d'un modèle plus global, c'est-à-dire que la mode vit de collection, de saisonnalité. Donc là, c'est aussi de savoir comment on se rapproche aussi de la demande consommateur. Alors même si tout le monde se renvoie la balle, est-ce que c'est à l'offre d'évoluer? Est-ce que c'est à la demande de bouger? Nous, on est hyper partisans de responsabiliser les marques parce que c'est eux les metteurs en marché et qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus possible de proposer un produit mal conçu ou en tout cas qui n'a pas été bien pensé et dont on ne se soucie pas ni de l'origine des matières ni des usines qui sont sollicitées tout au long de la filière. Donc on est hyper heureux parce que l'atelier plantage de graines qu'on fait généralement chez les marques a bien pris et là depuis la rentrée il y a des rendez-vous qui donnent enfin des bonnes conclusions, à savoir des signatures avec de nouvelles marques. Donc le mammouth est en train de bouger. De votre côté, Salomé, est-ce que les gros, en voyant vos initiatives, se disent c'est intéressant, on va lorgner sur ce qu'ils font, on va s'en inspirer? Oui, bien sûr, mais ça, c'est un des aspects les plus géniaux, finalement, parce qu'on a bien conscience de proposer quelque chose qui s'est avéré essentiel, hein, comme vous pouviez dire. Du coup, c'est un service qui a explosé, nous aussi, pendant le confinement. Les gens se sont massivement tournés vers la consommation locale, vers la consommation plus responsable. Donc ça, c'est une forme de bonne nouvelle dans ce contexte un peu particulier. Mais autant on a de l'impact, effectivement, en termes de création d'emplois, en termes de limitation des déchets, autant on n'y arrivera pas tout seul à faire bouger les lignes sur le zéro déchet. Donc c'est une très bonne nouvelle de savoir que la grande distribution nous regarde et commence à faire évoluer ses pratiques aussi en ce sens. Ce qui est intéressant entre vous et Camille, c'est que vous ne vous sentez pas menacé par le fait que les plus gros puissent s'inspirer de votre démarche, mais au contraire, essayer d'avoir un effet d'amorçage pour passer à une échelle supérieure. Au contraire, oui, ils adressent des millions de consommateurs chaque semaine, donc on n'y arrivera pas sans eux. Des parts de marché, en tout cas nous, dans notre secteur, c'est immense. Il y a de la place, il y a vraiment de la place pour se développer sans se marcher sur les pieds. On estime que le marché du vrac, d'ici 10 ans, représentera 15 milliards d'euros. Il y a de la place pour tout le monde. De la place, oui. Julien Mémon, est-ce que c'est bon signe que ça marche fort, Linky, ou au contraire, c'est finalement un témoignage en creux que la société reste profondément inégalitaire? C'est un mauvais signe sur les inégalités qui perdurent dans cette société, c'est un mauvais signe sur la paupérisation croissante d'un certain nombre de gens, c'est un mauvais signe qui conforte tous les signaux qu'on voit chaque année sur l'augmentation. Chaque année, en matière d'aide alimentaire, il y a plus 10% d'augmentation de gens qui viennent grossir les rangs de l'aide alimentaire. Avec le confinement, c'est plus 25 à 30%, d'après toutes les associations avec lesquelles on a travaillé, de gens qui recourent à l'aide alimentaire. Donc ça en dit long sur l'état dramatique social, économique du pays à la suite de la crise sanitaire, et sans doute sur le long terme. Je veux dire, quand on se prend 10% de points de PIB, évidemment, ça a un impact très fort, et d'abord pour ceux qui sont les plus fragiles. Maintenant, nous, sur notre solution, ça permet aussi de faire comprendre à la fois au secteur privé et aux acteurs du secteur public que ce maillon logistique qui consiste à aller récupérer et à transporter le plus vite possible de façon agile, de façon rapide, et puis tant qu'à faire de façon décarbonée, qui est un choix qu'on a fait initial en faveur de l'environnement, c'est un maillon qui est essentiel et que c'est un maillon qui vient directement en aide à des populations que personne n'est en mesure d'aider. Nous, on a été appelés par les pouvoirs publics, par les préfectures, par les mairies, par tous les pouvoirs publics qui se souciaient des poches à pauvreté qu'il fallait résoudre. Et on a essayé de trouver des solutions grâce au secteur privé et aux restaurateurs, puis aux grossistes, aux supermarchés aussi, qui, eux, avaient des surplus dont ils ne savaient que faire. Donc cette logique zéro déchet pour eux est une logique anti-précarité qui nous est utile et qui permet de venir en aide à beaucoup de gens. Parce que souvent, on se gargarise du mot agilité en ce qui concerne les startups, mais là, concrètement, c'est ce qui manquait au pouvoir public Mais concrètement aussi, pour le dire, c'est une structure Linky avec à la fois tous les gens de Linky, mais aussi tous les bénévoles, parce qu'on mobilise beaucoup de bénévoles. Donc c'est un truc, on a une place un peu particulière parce qu'on est une structure sociale, entreprise sociale. Donc à vocation à impact, avec lucrativité encadrée, limitée, voire très neutre. C'est très particulier et c'est très difficile aussi pour nous de convaincre
des investisseurs parce que la rentabilité est limitée. Donc il y a certains investisseurs qui sont intéressés, puis d'autres qui le sont moins. Mais on a une place un petit peu particulière et il y a eu une mobilisation très forte sur le terrain le jour où ça a été annoncé et ensuite pendant tout le confinement. Donc c'est aussi une présence de terrain qui est assez folle. Voilà. Camille, vous souhaitez réagir et ensuite Salomé. Oui, je voulais rebondir sur un des points qui est celui du stock et qui était tout en amont de l'intervention, mais c'était de voir aussi à quel point en fait les très très grands ont réalisé durant cette crise que le stock aujourd'hui c'était ce qui pouvait les conduire à leur perte. En tout cas, nous dans l'industrie textile, là je pense que les entrepôts sont pleins à craquer de la collection été 20 et même de l'hiver 20 qui ne s'est pas écoulé. Et c'est un drame. Alors je ne sais pas comment ils vont s'en sortir et en tout cas il y a peu de solutions comme la tienne qui existent dans le textile. Bon, je pense qu'ils vont se débrouiller, mais je veux en venir au fait que l'importance pour les marques aujourd'hui et dans toute l'industrie, c'est aussi de repenser son agilité au moment de la constitution de ses stocks. Donc bien en amont. Nous, ça passe par des technologies comme Tekin aujourd'hui dans le textile qui sont des productions, des systèmes de production à la demande, mais c'est des choses qui doivent être aussi beaucoup intégrées en amont des conceptions produits et je pense que ça c'est quelque chose sur lequel les marques doivent vraiment faire des efforts. Salomé. Oui, moi, je voulais rebondir sur la question des investisseurs, justement, parce qu'on est comme vous, on est une entreprise ESUS, du coup, donc tout est encadré, la créativité est encadrée, et donc c'est pas évident d'aller forcément convaincre les investisseurs. Nous, quand on est rentré en levée de fonds, c'était une vraie question qu'on avait. Est-ce qu'on allait trouver des investisseurs qui allaient accepter ça, qui allaient comprendre qu'on avait besoin d'eux sur le long terme et qu'on n'était pas là pour faire x dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans. Et nous, on a été agréablement surpris de quand même réussir à trouver des partenaires du coup qui émergent et qui commencent à s'intéresser d'une bonne façon, j'entends dire. Voilà, pas forcément, parce que je pense qu'il y a de tout, hein, même dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Voilà, il y a tout comme investisseur, mais de trouver des gens qui avaient cette compréhension assez fine de ce qu'on faisait maintenant et cette volonté réelle d'accompagner des entreprises à impact sur le long terme, c'est très chouette à voir. Et on a été très soutenus, notamment aussi pendant toute cette période par eux, donc c'est très chouette. Mais le regard a changé. Là où il y a 10 ans, c'était une niche qui était considérée comme une partie de l'économie un peu à part, avec des doux rêveurs et des babacools. Aujourd'hui, on vous regarde différemment, du fait de l'impact que ça a sur la société. Alors, Julien, et puis ensuite, on va demander à Mathilde si le salut va passer par le financement participatif. Auquel cas, elle va répondre oui, parce que WICIL étant une plateforme. Mais Julien. C'est sûr qu'elle va répondre oui. Mais bien sûr que l'économie sociale et les entrepreneurs sociaux, les entreprises sociales se sont révélés comme des solutions dans beaucoup de cas et que ce qu'on voyait comme une perspective assez lointaine et positive de l'évolution de l'humanité a pris un caractère d'urgence très particulier du fait des différentes crises. La crise sanitaire qu'on vient de traverser, qu'on traverse encore, la crise écologique plus ancienne et plus globale, et le fait que plein de gens prennent conscience qu'on est dans un modèle aujourd'hui économique qui est à bout, et à bout en 2 mots, et qu'il y a peut-être des solutions pour gérer autrement la transition. Nous, on a l'impression avec Linky, très concrètement, sur le terrain, d'être peut-être pas la solution, mais d'être une des solutions très pragmatiques qui sert à la fois au secteur privé qui a trop de stocks, qui ne sait pas quoi en faire, à qui ça va coûter cher le retraitement des déchets, pour évidemment tous les bénéficiaires qui vont de ce fait gagner des produits frais et évidemment gratuitement parce qu'on ne le vend pas aux associations, voilà, je préfère le préciser, et puis évidemment pour tous ceux qui n'ont pas d'emploi, qui sont éloignés de l'emploi et qui vont bénéficier de ce fait d'un emploi durable, non seulement d'un emploi durable, mais d'un emploi qui est généralement dans un secteur, dans des secteurs en tension, puisque dans la logistique, c'est un secteur qui permet, nous, tous les gens qu'on a embauchés, qui étaient souvent très éloignés de l'emploi, ont trouvé ensuite un emploi dans le secteur marchand classique. Donc c'est des opportunités fondamentales, et c'est des opportunités, c'est un point très important pour nous, c'est qu'on ne fait pas que demander des choses aux gens, on essaye d'en apporter et on crée de la valeur, et on crée de l'emploi en France. Et à notre modeste échelle, mais on crée de l'emploi, on crée de la valeur.
Il y a un écho avec ce qu'ont dit les 4 pitchers avant. Hein. Il y a quand même une ligne directrice. Mathilde, le salut, donc le financement participatif. Oui. Vraie alternative ou... Oui, évidemment, vraie alternative, d'autant plus que là où je vous rejoins, c'est que dans les premiers constats que l'on a pu faire suite à la crise donc, qui s'est révélée à partir du mois de mars, c'était quand même des sociétés que l'on avait financées qui étaient dans cette économie sociale, solidaire, une plus forte résilience certainement que d'autres. Donc il y a eu certainement une prise de conscience, en tout cas très très forte chez nous, sur le fait que nous devions renforcer notre accompagnement sur ces startups-là. Il faut savoir que WeSeed est une des seules sociétés en France qui aussi propose des titres participatifs dans des coopératives. De par notre statut et notre agrément auprès de la CPR et de l'AMF, nous sommes les seuls à proposer donc, des titres participatifs pour des coopératives, et ça c'est un élément vraiment différenciant. Oui, vous avez un statut de prestataire en service d'investissement, c'est ça? Exactement, ce qui est le plus haut niveau, enfin ce qui est l'agrément en fait le plus fort au niveau de la CPR et de l'AMF. La CPR étant la Banque de France, qui nous contraint à un certain nombre de ratios prudentiels et d'obligations et de contraintes auxquelles nous nous soumettons chaque année et qui donc nous obligent à de nombreux égards. Voilà. Et qui renforce du coup notre solidité financière et notre capacité à voir l'avenir aussi de manière positive. Donnez-nous des exemples de belles entreprises que vous avez accompagnées. Alors, ce sont aussi des belles histoires humaines. Ah oui, c'est des belles histoires. Je vous racontais la semaine dernière, alors on n'était pas forcément dans les startups, mais moi, celle qui m'a le plus marquée dans les derniers mois, c'était une coopérative laitière du Pays Basque, pour lequel, quand on a vu arriver le dossier, la situation était quand même très, très, très particulière. Ça nous a pris beaucoup de temps de rédiger ce qu'on appelle chez nous la fiche projet, parce que la société était en difficulté, la société était compliquée. Il y avait déjà, elle ne rentrait pas dans les cases pour les autres financeurs. Elle rentrait pas dans les cases. Et même pas chez vous. Donc. Et encore. Ouais. Alors, elle rentrait chez nous parce qu'on avait décidé qu'elle allait rentrer chez nous et que c'est un projet qui nous tenait à cœur. Donc, on a été plus que transparent vis-à-vis des investisseurs en expliquant que vraiment la situation était presque dans du retournement. Donc on a plafonné par exemple les investissements des investisseurs, on a été les plus transparents possibles et on a rencontré un succès incroyable parce que je crois que derrière on mobilisait des agriculteurs du Pays Basque, derrière c'était tout un écosystème qui allait survivre à travers ce financement et on a été même nous-mêmes pris par ce succès. Voilà. Donc c'était pour nous, en tout cas pour moi ça a été une belle aventure et je crois pour l'ensemble de l'équipe une grande fierté. Voilà. Après, dans les succès en fait des dernières années sur WeSeed, on a évidemment des startups telles que Poietis qui est aussi actuellement en financement, qui fait de la bioimpression en 3D sur des tissus pour les hôpitaux. On a levé plus de 2 millions d'euros à travers 3 levées en quelques semaines. Et ça fait partie vraiment des belles sociétés qu'on a financées. Il y a eu Naio Technologies, que vous connaissez aussi dans la région, qu'on a financé il y a maintenant un certain nombre d'années, mais dont on est fier d'avoir accompagné, enfin que l'on est fier d'avoir accompagné dans sa création. Voilà. C'est curieux d'entendre des financeurs parler comme ça. Mais on évoquait au travers justement des pitchs et même ce qui semble être sous-jacent aujourd'hui, c'est cette quête de sens. Alors on en entend beaucoup parler, on se dit bon, mais ça c'est du pipeau pour faire passer les trucs, ou alors est-ce que c'est une lame de fond, est-ce que quelque chose qui va s'enraciner? Qui souhaite réagir? Salomé, enfin vous êtes tous témoins de ça, donc vous êtes déjà convaincus, mais votre perception, un peu de prospective de se dire comment ça peut entrer vraiment dans les mœurs et faire basculer. Ou alors c'est déjà fait, puisqu'on constate, notamment dans certaines écoles, tout à l'heure il y avait Simon qui était issu de l'INSA, où ils sont prêts parfois à renoncer à des carrières plus classiques et à des salaires importants, ou ce que vous avez fait vous-même, Julien, puisque vous êtes diplomate et haut fonctionnaire, et vous avez renoncé à beaucoup de choses pour mener à bien ce projet. Au-delà de ces cas particuliers et de ces parcours de vie personnels, est-ce que vous sentez qu'il y a une lame de fond, Salomé? Ah oui, moi je pense qu'il y a une immense tendance enfin c'est plus qu'une tendance, c'est un vrai mouvement maintenant. En ce sens, on le voit chez les consommateurs déjà, très clairement, qui nous appellent à créer du sens, qui nous appelle à plus de transparence. On le voit, nous, tous les jours, on reçoit au Drive Tout Nu des dizaines et des dizaines de candidatures de personnes qui ont envie de se réorienter, de mettre du sens dans leur travail.
On le voit, je pense aussi beaucoup chez les jeunes, qui ont effectivement, Simon en parlait tout à l'heure très très bien, Antoine avec leur projet aussi, de mettre vraiment, il y a une prise de conscience de la part des jeunes qu'on a 80 000 heures à passer à travailler dans sa vie. Autant les mettre au service de quelque chose qu'on aime et qui fait sens. Je pense qu'il y a une énorme prise de conscience qu'en fait, l'engagement n'est plus réservé au soir, au week-end, à la vie associative aussi. Ça peut se faire à travers l'entreprise, ça peut se faire à travers son travail. Et je pense qu'il y a un vrai mouvement qui s'est enclenché et on le voit de plus en plus dans toutes les générations et c'est très chouette. Mathilde. Et ce sens, justement, on le retrouve, vous parlez de l'engagement, vous, en tant que créateur d'entreprise, mais on le ressent aussi chez les investisseurs. Et dans le crowdfunding, c'est aussi ça, c'est les investisseurs particuliers, c'est vous, c'est nous, c'est vos voisins, c'est vos parents, vos enfants, et qui ont envie, par leur épargne, justement de donner du sens. Absolument. Vous parliez de rentabilité, oui, parce que il en faut un minimum. Et évidemment que vous parliez notamment de fonds ou d'investisseurs qui vous accompagneraient sur du long terme. Nous, ici, on est là pour accompagner pendant 5 ans, 7 ans, mais on n'est pas là pour rester beaucoup plus longtemps parce que forcément, on estime que nous, on va vous apporter cet accompagnement pendant quelques années, mais on n'est pas là ad vitam aeternam. Et après, vous passerez dans un autre degré de maturité, vous trouverez des industriels, vous trouverez d'autres personnes qui vont vous accompagner. Mais nous, on n'a pas vocation à être là pendant très longtemps. Par contre, on est là pour vous aider à semer. C'est le propre de WeSeed. WeSeed, c'est nous semons. Donc, on est là pour vous aider à semer. Ah, je viens de comprendre. Et oui. C'est de l'anglais, c'est ça? C'est ça. Ah, c'est ça. C'est pour ça que ça a mis du temps. WeSeed, c'est nous semons. Voilà. Donc on vous aide à semer. Et après, à vous de récolter, quoi. Non, mais c'est vrai qu'on l'a vraiment vu de la part de nos investisseurs et de la part de nos partenaires. Même nous, on a vraiment eu très peu de difficultés à aller convaincre les partenaires autour de nous parce que le projet est solide, parce qu'il crée de l'emploi et voilà, parce qu'il y a du sens autour de ce qu'on fait. Mais les partenaires sont très réceptifs. Nous, on a été accompagnés par la région, par le réseau Entreprendre. Voilà, on a beaucoup de partenaires en local qui s'intéressent de plus en plus aussi à ces projets qui sont vraiment porteurs de sens. Et c'est un signal qui est absolument génial pour les entreprises de savoir qu'ils vont pouvoir trouver ce soutien-là de la part des pouvoirs publics ou de la part de réseaux d'accompagnement qui se tournent massivement vers les projets à impact. Camille, quand j'évoquais cette quête de sens, vous n'avez même pas tiqué. Pour vous, c'est consubstantiel à votre parcours? Oui, complètement. C'est vrai que nous, on est 2 cofondatrices et on a quitté nos postes. Alors, mon associée était chez H&M, donc elle était chez... Le diable. Oui, alors dans un très gros groupe de fast fashion. Elle était acheteuse en plus, donc c'est... On va avoir quelques années pour expier. Et moi, j'étais chez Chanel et avant ça, j'étais en stage chez Vuitton. Donc, on a un peu couvert les 2 scopes. Et en fait, oui, on a quitté des postes confortables et plutôt bien payés, mais pour vraiment réaligner nos valeurs perso avec un métier au quotidien. Et ça a vraiment... je faisais de la permaculture à l'époque et je m'en suis rendu compte au moment où les carottes avaient commencé à germer et sortir de terre. Mais ça me manquait de comprendre en fait les tenants et les aboutissants de mon métier au quotidien et surtout de ne pas avoir de levier d'action dès que je me lève le matin, quoi. La réalité de mon métier aujourd'hui, c'est que je fais ce que je veux de ma journée et en même temps, je me dois d'avancer. Alors, on parlait de la rentabilité, c'est des vrais sujets. Nous, d'ailleurs, on a la chance d'être rentable depuis la première année et de ne pas avoir eu besoin, dans un premier temps, de lever de fonds. Mais c'est vrai qu'on a eu les mêmes constats. Alors, je serais un petit peu moins enthousiaste que vous tous sur ces sujets, parce que je pense que même des fonds à impact, parfois, demandent des niveaux de rentabilité extrêmement élevés. Et c'est vrai que, en fait... oui, mon rêve, c'est pas de faire x10 en 4-5 ans. Et peut-être que je vais le faire. D'ailleurs, on est très bien parti pour grandir assez vite. Mais en fait, j'affiche des chiffres hyper positifs dès les premières années. Et ça a été étonnant, d'ailleurs, au départ, quand on présentait nos slides. Je viens d'ailleurs de Toulouse Business School. Je voyais qu'ils étaient partenaires. D'ailleurs, je suis très fière d'être formée à part Toulouse. Mais on m'a aussi appris qu'un modèle rentable, c'était le socle d'une entreprise saine. Et pourtant, dès qu'on arrive dans le monde des startups, et bon, je pense que là, le panel n'est pas vraiment représentatif de la Startup Nation qu'on côtoie au quotidien. Mais en fait, il y a beaucoup de startups qui se créent sur des bulles, sur des levées de fonds successives,
Et nous, quand on présentait notre modèle rentable dès la première année, on nous a appelés des boot scrappers. Donc, c'est des gens qui enfilent les boots avec le derrière de la cheville. J'ai appris ce terme et j'étais là, oui, d'accord, moi je suis pas non plus un ovni, j'ai l'impression d'avoir monté quelque chose qui fait sens. Mais voilà, tout ça pour atténuer un tout petit peu l'engouement parfois des fonds, et en tout cas qu'il y a encore des recherches d'hyper-rentabilité quand les gens cherchent à mettre des billes dans les boîtes. Julien, vous regardez tout ça d'un œil amusé. Vous, je l'ai dit, vous n'êtes pas du sérail, mais ça vous intéressez à tout cela depuis longtemps. Vous êtes au cœur de la transition écologique et solidaire, puisque depuis 7 ans, finalement, vous avez même écrit un livre sur l'économie du partage. Oui, tout à fait. Alors vous pouvez être que satisfait que ça bouge et que voilà, vous êtes parmi les premiers à planter la graine. Je ne sais pas si j'ai été parmi les premiers. Je suis sûr qu'il y en a eu beaucoup d'autres avant moi et qu'il y en aura beaucoup d'autres et qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 5 ou 6 ans, que c'est devenu quelque chose d'acceptable que de créer une structure, non pas pour avoir une lucrativité très forte et très rapide, quelle que soit l'utilité sociale, mais d'avoir non seulement de mettre d'abord l'utilité sociale avant la lucrativité, mais en plus d'avoir une lucrativité très limitée. Et je te rejoins parfaitement sur le fait que c'est pas si simple. Enfin, c'est pour tous ceux qui voudraient créer une start-up et qui se diraient « Ok, je vais faire une start-up sociale, c'est hyper simple, il y a des financeurs, tous les fonds à impact, etc. » Bon, effectivement, ouais, c'est compliqué, c'est toujours compliqué. Hein, c'est toujours compliqué. Mais oui, évidemment, moi je suis un converti, j'ai fait autre chose avant, ce que vous disiez est tout à fait juste. Et beaucoup de gens dans l'équipe de Linky sont des convertis. Alors maintenant, il y a aussi quelques plus jeunes qui ont rejoint l'équipe récemment parce que ça s'agrandit et on est dans une phase de changement d'échelle assez forte. Et les jeunes sont aussi issus de grandes écoles qui ont créé des cursus justement, sans doute pour s'aligner sur cette quête de sens que vous évoquiez, que nous on voit très nettement dans les gens, dans la population des gens qui nous rejoignent, qui sont issus des grandes écoles mais qui veulent pas un boulot très lucratif, qui veulent un boulot qui satisfasse leur désir d'être humain, d'être autre chose à la société que juste d'apporter capitalistiquement une pierre supplémentaire à un édifice qui leur semble pas forcément légitime. Je ne sais pas si je suis très clair quand je dis ça, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à se satisfaire que les forêts disparaissent, que le monde n'est pas capable de conserver des espèces animales et en perd 40% en 40 ans, que les évolutions actuelles de la planète, à la fois écologiques et sociales, ne sont pas acceptables. Et il y a plein de gens qui se disent pas comment je pourrais faire pour faire autrement, mais à partir de quand est-ce que je m'y mets, et qui de temps en temps disent ok, maintenant j'y vais, et qui changent de vie pour cette raison, parce qu'ils disent j'ai pris conscience de ce qui se passe et je souhaite contribuer à un changement. Et ça, pour nous, c'est un moteur phénoménal dans la société, c'est un moteur phénoménal dans l'économie, et c'est un moteur phénoménal pour le vivre ensemble. Parce qu'on considère, et on essaye de l'incarner à travers le système qu'on a mis en place, qui est un système de logistique agile où on emploie des gens en insertion avec des vélos, avec des véhicules électriques, mais qui est aussi un système collaboratif, c'est-à-dire qui permet à chacun, grâce à une application, d'être lui-même transporteur quand il le souhaite. C'est un système qui permet aux gens de trouver un sens à ce qu'ils font chaque jour et parfois de remettre en cause des équilibres qui sont bien acquis sur la consommation qu'on choisit, sur le mode d'organisation dont on a hérité en quelque sorte, et qui leur permet de transformer leur vie et celle des autres. Allez, je vais vous demander quelque chose de très risqué à tous les quatre. C'est de faire un peu de prospective. Comment est-ce que vous voyez la situation à 3 ans? J'ai choisi 3 ans sciemment, puisqu'on est encore en plein dans la crise sanitaire. Il y a beaucoup d'incertitudes. On a des règles qui changent au fur et à mesure, évidemment, de la propagation de l'épidémie. On estime que d'ici 2 ans, ça devrait aller mieux. Alors vous êtes des exemples un peu particuliers, hein, je pense à tous les trois, puisque la période ne vous a pas impacté. Au contraire, pour certains, c'est devenu une opportunité, mais quand même, un peu On terminera avec Mathilde. On commence avec vous, Salomé. Vous l'avez déjà dit, hein, il y a des prémices, vous allez ouvrir Enfin, allez-y, pardon. Je sais pas. Oui, pour nous, alors pour le Drive tout nu de façon effectivement assez optimiste, puisque c'est chouette de voir que ça suscite de l'engouement, ce qu'on fait de la part des consommateurs, parce que ça c'est un excellent signal.
Et puis de la part de plein de personnes qui nous contactent pour répliquer le concept dans toute la France, pour en ouvrir d'autres. Donc ça c'est très chouette. J'espère qu'il y aura de plus en plus de drive zéro déchet en France, de drive tout nu ou drive zéro déchet tout court d'ailleurs. L'idée c'est d'avoir de l'impact, donc si ça peut inspirer d'autres personnes ce qu'on fait, au contraire qu'elles le fassent et qu'elles le développent. Donc voilà, j'espère qu'on aura de plus en plus d'impact. Et puis au global, moi je reste positive, je suis persuadée que... Et bon, effectivement, cette crise sanitaire, elle est dramatique à plein d'égards. J'espère qu'il pourrait y avoir une forme de prise de conscience qui va continuer à émerger et qu'elle va l'accélérer, si j'ose dire, et que ça continue dans le bon sens. C'est pour que tous les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, justement, se tournent vers des carrières à impact et mettent leur temps de boulot au service de problèmes sociaux et environnementaux qu'ils ont envie de résoudre. Pas que ce soit simple, effectivement, il faut sortir de cette idée un peu, effectivement, Startup Nation, en se disant que c'est hyper facile de monter une boîte, que demain on peut tout quitter, changer de vie, c'est super simple. Non, c'est pas simple. Non, les 2 premières années, des fois ou plus, il faut faire des sacrifices énormes et il faut manger des pâtes. Mais en fait, oui, vous et votre mari aussi, vous avez abandonné vos carrières. Oui, on avait tous les deux. On va faire à la table suivante, voilà, c'est des carrières de cadre à Paris très confortables pour changer de vie. On le regrette pas du tout, mais il faut savoir que c'est pas simple de monter une boîte. Et donc voilà, nous on met toujours en garde sur la quantité de travail que ça représente, mais c'est quand même absolument génial de commencer la semaine, comme tu disais Camille, et d'adorer son lundi matin en fait, et de se dire je fais ce que j'aime en fait, et peut-être que ça fait du bien au monde un peu aussi autour de moi. Bon, la prochaine table ronde, ce sera toujours Pôle emploi, principal financeur des startups. Ça marche aussi. C'est un bon business angel, Pôle emploi. On n'en parle pas assez, mais oui, c'est vrai que ça aide. Et sinon, personne n'est venu vous voir complètement nu, en allant au drive, en ayant confondu le concept On a eu de drôles de situations, mais pas celle-là, non. Camille, alors, spécifiquement sur votre milieu, comment vous voyez ces 3 prochaines années? Je l'espère en tout cas éclairé pour le consommateur. Vraiment, j'espère que les marques vont se prendre ce rôle qui est le leur aujourd'hui, de parler un peu plus de ce qui se passe, déjà de se renseigner, parce qu'il y a aussi un manque de connaissances. Aujourd'hui, les marques, pour la plupart, connaissent un fournisseur de rang 1, donc c'est un fournisseur qui découpe et qui assemble le vêtement, mais n'ont aucune idée de ce qui se passe avant cette étape. Voilà, un effet en cascade. Déjà, on l'a observé, nous, dans l'alimentaire et puis dans la cosmétique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que l'industrie textile y arrive peu à peu. Alors, certains, pour aller dans votre sens, de cette industrie ne savent pas qu'ils exploitent des Ouïghours actuellement en Chine. Donc, il y a aussi des conséquences politiques très importantes. Donc, je le rappelle parce que vous ne l'avez pas précisé, que vous avez fait un sourcing et vous proposez une 60aine d'usines qui cadre totalement avec les valeurs, les labels. Donc c'est du clé en main. C'est-à-dire que là, on sait que derrière, il n'y va pas avoir un travail forcé, il ne va pas y avoir toutes ces... C'est ça, nous on est le tiers de confiance sur lequel les marques s'appuient pour délivrer un produit fini, donc que ce soit un jean, un t-shirt, un pull en maille, et que ensuite le consommateur puisse retrouver cette information. Donc là on travaille de main dans la main avec les marques, ensuite ils le déploient auprès du consommateur comme ils le veulent, mais on est ce tiers de confiance sur lequel les marques s'appuient. Donc oui, en espérant que le consommateur continue à encourager les marques, à exprimer aussi que lui est prêt à payer un peu plus cher pour un produit bien expliqué et mieux conçu. On parlait tout à l'heure de la réparabilité, de la durabilité. Nous, c'est notre devoir de fabriquer les vêtements de demain. Donc c'est des vêtements qui durent et qui puissent aussi être réparés et recyclés correctement. Donc ça, c'est un tout autre sujet. Mais en tout cas, l'économie circulaire, c'est... je l'espère dans 3 ans, mais à mon avis, ce sera une réalité un peu plus lointaine. Mais dans le textile, c'est en cours. Je suis aussi une très grande optimiste, donc j'espère que ça va avancer un petit peu plus vite que ça. Mais voilà, je pense que ça va dans le bon sens avec des générations, en effet, qui veulent porter les choses. Une génération un peu plus équitable aussi sur le plan de l'égalité homme-femme, je l'espère. Mais voilà, c'est des choses qui bougent dans le bon sens. Julien,
Pardon de vous avoir fait passer pour le doyen tout à l'heure, mais... Non, mais il n'y a pas de souci. Nous, on n'a pas de gens tout nus qui viennent, mais on a beaucoup de gens qui se plaignent du compteur, qui nous appellent en nous disant « je suis pas du tout content de mon compteur », etc. On leur dit « ben non, mais c'est Quelqu'un a eu pas... le nez creux en choisissant le nom de votre entreprise. Voilà, non, mais c'est pas nous. Non, mais alors d'ici... voilà, effectivement, on aurait peut-être dû choisir un autre nom, mais... non, mais d'ici 3 ans, j'espère d'ici 3 ans, mais pourquoi pas d'ici 3 ans? Après tout, il faut être un petit peu ambitieux. Vous savez, aujourd'hui, malgré la loi anti-gaspillage alimentaire que tout le monde connaît, malgré l'émotion suscitée chez les citoyens dès qu'on voit un reportage à la télé avec des bennes d'aliments qui sont encore bons, parce que tout ce qu'on récupère, c'est évidemment parfaitement bon, DLC non dépassés, pas de rupture de la chaîne du froid, et tout le système qu'on a mis en place respecte la chaîne du froid, la traçabilité des dons. Enfin, c'est un système qui est très sécurisant, à la fois pour celui qui donne et pour celui qui reçoit, bien évidemment. Aujourd'hui, malgré cette loi, malgré l'émotion dans la population, malgré le fait que tout le monde en a conscience en France, il y a 10 millions de tonnes chaque année, 10 millions de tonnes d'invendus qui finissent à la poubelle. 10 millions de tonnes. Il y a 80% de ces invendus, c'est des produits frais en petite quantité. Donc, moi, mon souhait, c'est que d'ici 3 ans, peut-être notre solution, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais contribue à réduire à néant ce gaspillage qui est non seulement aberrant écologiquement, mais qui surtout a un sens social que je n'arrive pas à comprendre. Vraiment, et je pense que toute l'équipe de Linky et beaucoup d'autres gens sont sur le même registre, mais je n'arrive pas à comprendre qu'en 2020, en France, il y ait des gens qui ne mangent pas à leur faim. Je n'arrive pas à comprendre ça. On vit dans une société qui produit à manger partout, de la bonne qualité. En plus, c'est pas n'importe quel pays, c'est le pays de la gastronomie. On nous incite à consommer et à consommer davantage. Je pense qu'on a tous ensemble les ressources pour créer un système qui est un système plus respectueux du monde dans lequel on vit, plus respectueux des gens qu'il y a autour, plus respectueux des équilibres économiques et sociaux qu'on peut contribuer à simplifier, à rendre plus logique. Et ce qu'on fait finalement, je crois que cette idée, alors, et c'est aussi peut-être un conseil un conseil, ou je ne sais pas si je suis habilité à donner quelques conseils que ce soit, mais une réflexion qu'on s'est faite, c'est que nous on s'est dit, Linky, en fait l'idée tout le monde l'a eue. C'est pas l'idée qui est particulièrement nouvelle, c'est la manière de la mettre en œuvre sur le terrain. Et le fait de garantir cette sécurisation des dons, de le faire non seulement en direction évidemment des supermarchés, mais aussi des cantines scolaires, des restaurateurs, des traiteurs, de la vente à emporter, de tous ceux qui produisent de l'alimentaire en quelque sorte, ça a aussi une vertu positive parce qu'en créant un système collaboratif et donc en permettant à des gens de se rendre utiles, on essaye de trouver une manière à cette quête de sens de s'exprimer et à des gens de contribuer très concrètement au mieux vivre ensemble. Et le fait de donner de la nourriture ne fait pas seulement du bien à la personne qui le reçoit. Le fait de donner de la nourriture, ça fait du bien à la personne qui la donne, qui se rend utile, qui se rend cohérente avec le monde dans lequel elle vit. Et je crois que c'est extrêmement important. Et je plaide, vous faisiez référence à ce bouquin qui s'appelait Déclic solidaire. Et si on créait une société d'entraide, je crois vraiment... alors, on fait de l'économie sociale et solidaire, évidemment, mais là-dedans, il y a beaucoup de choses très différentes, beaucoup d'initiatives très différentes. On fait de l'économie circulaire, mais encore là-dedans, il y a aussi beaucoup de choses très différentes. Mais on fait surtout de l'économie du partage. Et dans l'économie du partage, il y a l'entraide et la coopération, qui sont pour moi des valeurs qui ne sont pas orthogonales avec les vertus économiques de l'entrepreneuriat, mais qui sont des valeurs cardinales pour une société. Merci Julien. Mathilde, il faut passer derrière. Non, mais avec plaisir. Vendredi, Nicolas me disait, Nicolas Serres, donc notre cofondateur, me disait, tu verras, dans 2-3 ans, Mathilde, on va se reconcentrer uniquement sur tout ce qui est société à impact, y compris l'immobilier, puisqu'aujourd'hui on finance aussi beaucoup d'acteurs immobiliers et on va essayer de leur demander de faire des efforts. Donc on va faire bouger les choses aussi à notre niveau. On aura financé 1 milliard, tu verras, on va y arriver. Donc j'y crois. Aujourd'hui, le crowdfunding, on est sur l'épaisseur du trait des modes de financement en France. Donc on est devant un monde des possibles. Nous, on est des créateurs de rencontres. Donc à nous de convertir le maximum d'investisseurs. Moi, je suis admirative de votre énergie, du temps que vous y consacrez, des sacrifices que vous faites, de vos idées.
nous, on est là uniquement pour vous aider à les accomplir. Et je crois que là est notre seul rôle. Et notre rôle aussi, c'est d'aller chercher des investisseurs qui, parce qu'ils n'auront pas le temps, parce qu'ils n'auront pas votre énergie, parce qu'ils n'auront pas notre jeunesse, mais parce qu'ils regarderont leurs enfants, leurs petits-enfants, parce qu'aujourd'hui, leur seul pouvoir finalement pour changer des choses, ou un de leurs pouvoirs, pardon, je rectifie, c'est peut-être d'aider des entrepreneurs, chacun à son niveau, par son épargne, par les efforts financiers que chacun fait chaque mois pour investir justement dans l'économie réelle. Donc voilà, je crois que nous, notre objectif, ça doit être d'être des créateurs de rencontres entre vous, les créateurs qui avez besoin de ces fonds pour vous développer, pour changer le monde, et tous ces investisseurs qui sont derrière leur écran, que l'on ne voit pas, mais qui sont juste nous tous. Et aujourd'hui, on a une communauté d'à peu près un peu plus de 140 000 personnes sur WeSeed, que demain on soit encore des millions et qu'on arrive à lever ces milliards. Voilà. Tout le bien qu'on vous souhaite. Merci à tous les quatre pour la qualité de vos interventions. Je crois qu'on peut légitimement vous applaudir. Chaleureux applaudissements. Et je vais inviter Sandrine Martinez, la directrice générale déléguée de la Tribune, à nous rejoindre sur scène. Restez, c'est juste le mot de la fin. Minutes. Bon, je vais faire court. Je me mets derrière les filles. Écoutez, pour faire court, non, moi, il faut s'avancer parce que c'est pas Covid, madame. J'aime pas en fait. Oui, mais c'est Covid. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous remercier à tous d'être présents ce soir. Donc, on est en ligne en fait sur la plateforme de la mêlée numérique. Donc, certains nous regardent. On n'a pas encore le nombre de personnes en ligne là avec nous ce soir. Donc, on les salue quand même. Remercier les différents intervenants, parce que. Alors, pour la première chose, c'est que moi, je suis assez contente parce qu'on a toujours du mal à trouver des intervenantes, des speakers femmes, surtout sur certains secteurs. Et ce soir, elles sont surreprésentées. Donc, merci, mesdames. Je voulais les remercier aussi parce que certains sont venus, et monsieur, mais sont sous-représentés. Certaines sont venues de Paris. Donc, merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir nous rejoindre. Remercier nos partenaires sans lesquels, bien sûr, nous ne pouvons pas organiser cette soirée. Donc Toulouse Métropole qui est fidèle, avec French Tech aussi, et puis le Conseil régional Occitanie. Je voulais remercier les équipes de la Tribune qui sont autour de nous, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'organiser un événement en ce moment c'est pas facile. Donc nous on tient autant que faire se peut à les maintenir. Vous êtes avec nous déjà depuis fin août et on est arrivé à en organiser successivement plusieurs sur différents sujets passionnants. Je suis assez contente aussi de la qualité des débats ce soir, c'est ce que me disait Dominique. On espère que vous êtes derrière votre smartphone ou derrière votre ordinateur, nombreux à nous regarder, parce que vraiment merci beaucoup pour la qualité de ces échanges. Je voulais vous donner quelques nouvelles de la Tribune quand même, il faut, parce que du coup la Tribune, vous nous connaissez pour ceux qui sont là pour la plupart. Donc sur une période quand même, on a beaucoup parlé d'accélération ce soir, ce qui est quand même aussi notre cas, puisque on va dire que pour la rentrée, on a 3 axes forts qui vont nous guider sur les derniers mois de l'année et qui vont se poursuivre sur 2021. Donc on a un studio télé, donc on va développer une offre audiovisuelle forte dès septembre, dès maintenant du coup, en liaison bien sûr avec la transformation de la digitalisation de nos événements, donc c'est couplé. Alors, comme on a l'habitude d'être un peu à contre-courant, et bien que l'actu passe par le digital, eh bien nous, on va conserver du print, puisqu'on a réuni nos lecteurs, et dans les attentes, dans les besoins, bien sûr, il y a la nécessité de prendre du temps pour soi, de comprendre ce monde qui bouge, ce monde qui s'accélère. Et donc, à partir du 12 octobre, on va lancer une revue qui va s'appeler Le T. Et donc cette revue, finalement, le T comme le temps de lire, le territoire, puisque j'espère que vous savez tous par cœur aussi que nous sommes le seul média économique en France à avoir 2 niveaux d'information, une information nationale et une information régionale, puisqu'il y a un bureau, la Tribune à Toulouse, à Bordeaux, à Montpellier, Marseille, Lyon, etc. Que le siège de la Tribune est à Toulouse, je le dis pour les Parisiens qui ne le savent pas, puisque c'est un Toulousain qui a racheté... Visiblement, il le savait. Ah, parfait. Je répète quand même, parce qu'on est assez fiers de ça aussi.
Et puis parce que nous on a confiance, puisqu'il faut être positif. Donc, et la confiance et on va dire le futur, ça passe par les jeunes. On en a un certain nombre autour de nous ici. Et puis nous on en a un certain nombre dans l'équipe aussi. Voilà. Et que en fait ce futur il passe par le recrutement de talents. Donc ça on est persuadé que tout bouge, tout s'accélère et que de nouveaux outils, de nouveaux modèles, on va le faire mieux tous ensemble et en particulier avec des nouvelles têtes bien faites, bien ouvertes sur ce monde de demain. Voilà. Donc malheureusement avec les contraintes Covid, on va être un peu light sur ce qui nous fait la joie de nous retrouver ensemble en général, c'est-à-dire le petit verre de l'amitié, donc il va être juste à côté. Puis pour terminer, donc ça sera peut-être prochain rendez-vous, ça c'est important, je ne vais pas tout lire mais bon. On va se retrouver vendredi donc cette semaine. Donc on sera sur la 2e édition du campus santé. On va dire que la Covid a quand même changé pas mal de choses et a permis de réfléchir sur un certain nombre de sujets, dont celui de le sujet de la souveraineté, donc la fabrication, la production des médicaments. Donc ça, c'est quelle place pour Toulouse, on va dire, au sein de cet écosystème et sur le secteur de la santé. Le 15 octobre, et puis après je vous laisserai lire et dérouler, le 15 octobre, on va se retrouver, on va fêter les 35 ans de la Tribune sur un événement autour de la transformation. Donc on parle beaucoup de transformation, mais enfin, en même temps c'est quand même ce qui se passe aujourd'hui. Et donc on sera au Stade Toulousain avec Nicolas Bouzou, que vous connaissez tous, économiste, avec Sophie Vigée, qui est la patronne de l'école 42, l'école de code. Et puis Sœur Anne, qu'on adore, qui est c'est une forme nouvelle d'entrepreneuriat au féminin, puisque c'est une sœur de l'abbaye de Boulor, dans le Gers, qui est en train de monter tout un projet autour de cette abbaye magnifique, avec un réceptif. Ce sont des sœurs cistériciennes, donc des sœurs agricultrices, qui perpétuent un savoir-faire. Et donc, du coup, elles sont en levée de fonds. Et on les invite du coup à nous expliquer tout ça. Et normalement, on devrait aussi avoir Damien Vial, le patron de Twitter. Donc le 15 octobre au Stade Toulousain, je vous invite à venir avec nous. Donc ça, c'est pour notre agenda. Et puis juste vous rappeler aussi que si vous voulez continuer à avoir une presse libre, indépendante, économique, dans vos régions, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Et bien donc c'est le moment du rafraîchissement. Et ceux qui étaient venus pour le cocktail, malheureusement à cause du Covid, il y a du champomis et un vieux fond de Banga. Merci, bonne soirée.